Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le samedi 7 février, vous êtes sur Radio Vers, il est 18h et vous écoutez Cinépopée. Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Comme vous le savez, une fois par mois, on prend l'antenne et on débat autour d'une saga. Une saga cinématographique, une saga horrifique, une saga de jeux vidéo, une saga télévisuelle, peu importe. Mais en tout cas, on s'attarde sur une saga qui nous a fait vibrer durant notre enfance et qui parfois nous fait encore vibrer des années plus tard. Avec moi ce soir, comme à son habitude, Chris. Comment ça va, Chris? Ça va très très bien, je suis ravi de ce rendez-vous mensuel. Comment vas-tu, James? Eh bien, ça va très très bien. Merci à toi. J'ai passé un excellent mois. Depuis la dernière fois, nous avons parlé de la saga Ghostbusters. Et j'ai une super nouvelle pour toi, Chris, c'est que pour la première fois, nous ne sommes pas seuls au micro de Cinépopée, effectivement, car après des débuts extrêmement réussis dans l'instant culte, Mathieu a accepté notre invitation pour venir parler d'une saga de cinéma ce soir. Comment ça va, Mathieu? Moi ça va très bien, le seul souci c'est qu'on va parler d'eau. Ah, et tu n'aimes pas l'eau? J'aime pas beaucoup l'eau, ça rouille. Tu préfères l'alcool? C'est ça. Ou tu préfères aller chiller au soleil mais sans avoir à te tremper dans l'eau, surtout quand minuit est passé, c'est ça? C'est ça. C'est parfait. Bon, vous l'avez peut-être déjà deviné, hein, de quoi nous allons parler ce soir, et si ce n'est pas le cas, nous vous proposons d'écouter cette bande-annonce. Steven Spielberg présente Gremlins. Billy Pelzer a une maison agréable, C'est toi, Billy? Oui, maman, c'est moi. un travail agréable, une petite amie charmante et des parents affectueux qui vont lui offrir le plus surprenant des cadeaux qu'il ait jamais reçu. Et qu'est-ce que c'est? Non. C'est ton nouveau copain. C'est papa qui me l'a donné. Mais il y a quelques petites choses auxquelles il faut prendre garde. Si vous l'exposez à la lumière, vous lui faites mal. Si vous le mouillez, il se multiplie. Tout ça parce que de l'eau lui est tombée dessus? Oui, simplement de l'eau. Et le plus important, même s'il vous en supplie, ne jamais les laisser manger après minuit. Parce qu'alors, ils changent. Ils deviennent intelligents, espiègles Mais enfin, qu'est-ce qui arrive? et dangereux. Des gremlins. Allez, vous l'avez deviné ou pas? C'est un film sorti le 5 décembre 1985. Un film de Joe Dante, mais sur un scénario de l'excellent Chris Columbus, à qui nous devons le rappeler, par exemple, les 2 premiers Harry Potter, mais surtout l'excellent Maman, j'ai raté l'avion, dont nous avons parlé le mois précédent. Un film avec Zach Galligan, Phoebe Cantes, Hoyt Axton et d'autres stars de l'époque. Un film qui met en scène des petites bestioles, tantôt attendrissantes, tantôt démoniaques. Mais de qui je veux parler? Je veux bien évidemment parler des... Les Gremlins! Exactement! Nous allons parler ce soir des Gremlins, phénomène des années 80 et des années 90, ce film qui nous donnait envie d'adopter un mogwai, et puis finalement, au fur et à mesure des heures, enfin des minutes, pardon, qui s'écoulent dans le film, la réticence approchait de plus en plus. Allez Mathieu, on va te laisser la parole ce soir. De quoi parle le premier film? On est sur une saga. De quoi parle ce premier film des Gremlins? Donc c'est l'histoire d'un inventeur farfelu qu'on va appeler Randall Pelzer au hasard, qui décide à la dernière minute d'offrir un cadeau à son fils, et une petite boule de poil découverte chez un marchand chinois. Cette petite boule de poil, il va y avoir 3 règles à respecter, donc ne pas l'exposer à la lumière, ne pas le mouiller et ne jamais lui donner à manger après minuit. Et bien sûr, le drame arrive une fois que l'une de ces règles est enfreinte, et cette gentille boule de poil va se multiplier pour donner d'autres boules de poil qui vont devenir peu à peu méchantes. Voilà, et c'est toute la ville qui sera exposée à la fureur de ces petits monstres. Et là, on se dit effectivement ces petits monstres des Gremlins qui arrivent et qui sèment la panique littéralement en ville, et qui plus est en ce soir ou en tout cas en cette veille de Noël. Un film qui du coup est vraiment orienté tout public, hein, toute famille, même si les bêtes peuvent être parfois un peu effrayantes, n'est-ce pas, Chris? Oui, c'est tout public, hein. Après, tout public, Chris Columbus, il est coutumier du fait, hein. Il a aussi fait Le secret de la pyramide, qui raconte l'histoire d'un jeune Sherlock Holmes, film que j'adore, qui est génial. Si vous ne l'avez pas vu, foncez.
ou les Goonies. Alors là, les Goonies, si vous connaissez pas les Goonies, mon Dieu, quoi. Ton film préféré, et si on te connaît toi, on sait très bien que tu es biberonné aux Goonies, non? Bah oui, effectivement, et c'est paradoxal parce que en règle générale, je l'ai souvent dit, hein, je déteste les films où il y a des gosses dedans. Mmh. Mais les Goonies, j'adore. Et Mathieu, toi, tu es d'accord avec le fait que ce film soit, tout public? Alors il y a une petite histoire avec ça justement, c'est que le film a été un peu critiqué pour certaines séquences un peu violentes. Et c'est à cause de ce film-là et Indiana Jones et le Temple maudit, qui sont sortis à peu près à la même époque, que la Motion Picture Association a créé le PG-13. OK. Ah ça, c'est une super info. Donc c'est la jurisprudence, donc les Gremlins sont la jurisprudence du PG-13 Oui, les Gremlins et Indiana Jones et le Temple et maudit. Indiana Jones. Parce qu'ils ont été produits, je veux bien expliquer plus, enfin donner plus d'infos, c'est parce qu'ils ont été les deux produits par Steven Spielberg, et pour éviter qu'il y ait moins de personnes qui aillent voir son film au cinéma, il a fait pression sur l'association machin presse, comme l'a dit avec brio Matteo, Bah, pour créer justement cette nouvelle classification. OK. C'est pas mal, hein, le pouvoir du producteur, le pouvoir du fric. Ouais, allez, on va s'arrêter là avant d'aller un petit peu trop loin dans ce débat-là. Nous ne sommes pas là, pardon, pour parler de ces choses-là. Chris, je te laisse continuer, mais sur un autre sujet. Du coup, sur ce film, Les Gremlins, qu'est-ce que toi tu as à en dire? Qu'est-ce qui t'a plu, déplu à travers ce premier film? Eh ben, j'aime beaucoup les Gremlins parce qu'il y a un petit côté jeu de massacre. Et tu voulais changer de sujet et c'est impossible. Parce que le sujet, c'est justement le massacre de la bourgeoisie par des petits êtres maléfiques. À mon avis, c'est ça le sujet. On a une famille qui est fragile financièrement, qui est précaire et qui est écrasée par sa logeuse, par son propriétaire et qui lutte, hein. Le père est un inventeur fou qui tente de placer ces objets qui ne fonctionnent pas. La mère fait tout ce qu'elle peut pour leur donner à manger. D'ailleurs, on ne la voit que dans la cuisine. Le fils a un emploi lambda à la banque du coin. Il est harcelé par Par sa hiérarchie? ouais, par sa hiérarchie. On a vraiment là une famille moyenne qui est harcelée par la bourgeoisie et Par la société. et par la noblesse, quoi, par la société. Et arrivent les Gremlins qui vont buter tous ces gens-là. Et avec quel plaisir! Donc tu veux dire que les Gremlins seraient quelque part, donc on Les Gremlins sont nos amis. Les Gremlins, et on le verra encore plus dans le 2, mais ouais. les Gremlins sont là pour détruire le capitalisme. N'es-tu pas de mon avis, Mathieu? Ouais, je pense surtout qu'ils sont là pour nous en faire baver et une bonne tranche de rire. D'ailleurs, il y a un des personnages dans la distribution qui est joué par Chuck Jones. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Chuck Jones. Non? C'est un réalisateur de films d'animation. C'était lui qui faisait les premiers. Alors, c'est pas Tex Avery, c'était. Je vais revenir un peu sur lui, mais c'est tous les Bugs Bunny, les Daffy Duck, les Elmer Fudd, enfin Porky, etc. Tous les Looney Tunes. Il a réalisé quand même une grosse partie de ces dessins animés-là. Et Chuck Jones apparaît. Et les Gremlins, c'est les descendants de ces dessins animés foutraques où justement on était là, on est sur un humour slapstick, sur un humour. Pour moi, alors moi je l'ai pas forcément vu comme en tout cas moins que le 2. Je pense que la vraie critique du capitalisme, elle est beaucoup plus dans le 2 que dans le 1. Alors on va se concentrer d'abord sur le 1 si vous voulez On bien. va se concentrer sur le 1, mais pour moi, c'est les petits bonbons que j'adore avec énormément de références partout, c'est-à-dire qu'on peut le voir 4, 5, 6 fois, on verra toujours de nouvelles références. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que disait Chris quand même par rapport au premier, hein. Même le premier, effectivement, on a une famille qui est écrasée par la société et qui va lutter, qui grâce aux Gremlins, enfin les Gremlins qui eux vont aller détruire et lutter un peu le capitalisme, parce que c'est vrai qu'ils vont s'attaquer un peu à toutes les institutions, en tout cas à toutes les institutions qui vont brasser énormément d'argent. Et c'est de se dire, par contre, ce qui est hyper cocasse, c'est que du coup, c'est les personnes écrasées par le capitalisme qui vont tout faire pour remettre sur pied le capitalisme. Chris, qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je pense que c'est aussi, ce qui est critiqué dans le film, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du capitalisme et qu'il faudrait en sortir, mais là, on va parler politique. C'est effectivement, ça qui est dénoncé dans le film. Il y a pas que le capitalisme comme horizon et on est tellement matrixé qu'on ne voit que la société de consommation, à nos portes et on ne peut pas s'en sortir alors que d'autres solutions, existent. Existe. Alors, bon, après, ce qui est intéressant à travers ce film, hein, si on s'éloigne un petit peu, parce qu'on parlait de films tout public, donc il faut aussi se mettre à la portée, en tout cas, du plus jeune public, et c'était notre cas. Quand on a, nous, vu ces films, on était beaucoup plus jeunes. Je le rappelle, hein, dans les années 80, peut-être 90 pour certains. Moi, en tout cas, je l'ai vu dans les années 90, contrairement à vous qui étiez déjà bien avancé dans l'âge. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi autour de ça, en tout cas, à écrire une histoire, hein, Chris Columbus, à écrire une histoire qui va être attendrissante et qui va être intrigante, qui va mêler action, humour, qui parfois peut être aussi un petit peu effrayante, parce qu'on a des scènes où les Gremlins, même s'ils sont assez risibles dans leurs actions, bah, du coup, ils vont être un peu cachés. On va être un peu comme dans un slasher avec une habitante qui va avancer prudemment dans sa maison pour essayer de savoir où se cache la personne qui lui veut du mal. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un film vraiment qui mélange tous les genres, mais qui reste vraiment axé tout public, malgré le PG-13, en tout cas, et vous en avez parlé, qui a été instauré. Entre guillemets, à cause de ce film. Donc voilà, donc ça reste un film vraiment orienté tout public et qui permet en fait de rêver, notamment pendant les fêtes de Noël. Alors c'est amusant que tu dis ça parce que la production du film pose une vraie question, à mon avis, sur Steven Spielberg. Qui est Steven Spielberg? Est-ce que c'est un génie du cinéma ou un roi du marketing? C'est la question que pose la production du film. Parce qu'à la base, il faut savoir que le scénario de Chris Columbus, c'était un scénario pour adultes. C'est-à-dire que les Gremlins, ils ne faisaient pas que titiller la bourgeoisie. Il est bouffé, il est tué, il est massacré. La mère du héros était censée mourir, le chien était censé être bouffé par les Gremlins, tout le monde était censé crever plus ou moins rapidement, et en tout cas dans un délire un petit peu à la Mars Attack. Mais sur ça, j'y reviendrai un peu plus loin. Et c'est le producteur, Steven Spielberg, qui a mis le haut là et qui a dit non, les Gremlins, le Mogwai, il est gentil, il est beau, les spectateurs vont s'identifier. Et il faut garder ce côté-là, il faut garder ce côté-là un peu enfantin et ne pas massacrer les gens. Il a même été plus loin. C'est que Gizmo devait être le méchant, Gremlins. il devait se transformer, ouais. Il devait lui-même se transformer et être le chef. Et il a refusé, il a mis son veto en disant non, on ne peut pas avoir le gentil personnage que les gens vont adorer, ils vont aller acheter sa peluche, qui soit aussi le méchant gardement. Et donc il a séparé les deux. Donc je repose la question. Je réponds à ta question, génie du cinéma, parce qu'aujourd'hui, si on avait eu un film complètement différent et qui était axé vraiment plus sur l'horreur et sur la frayeur, je pense qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui dans Cinépopée. Ouais, ou alors on aurait pu avoir une sorte d'Evil Dead pour adultes. Mmh, peut-être, hein, peut-être, mais en tout cas, moi je trouve que ça fonctionne très bien et que du coup, bah, c'est plutôt une bonne idée de la part de Spielberg et plutôt, alors tu disais, est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un gars du marketing d'Hollywood? J'ai envie de te dire, la réponse elle est toute simple, c'est les deux. Un mec, ça reste un génie du cinéma parce qu'il a des belles idées, mais il a quand même le côté marketing. Il fait pas de l'indep, hein, il fait du tout public. Il veut de l'argent pour que les gens viennent voir ses films, mais aussi pour rentabiliser ses films et s'assurer en tout cas, s'assurer une belle situation. Mais ça, tu peux pas lui reprocher, c'est juste son job. Ah non, je lui reproche rien, hein. Je posais Non, c'est que juste la c'était de la question. façon dont tu le disais, j'avais l'impression que c'était où est-ce qu'on le classifie comme un génie du cinéma ou comme un connard qui agit au profit d'Hollywood. Je l'ai pris un peu comme ça et ça m'a un peu tendu, tu vois. J'ai failli me transformer en Gremlins. Alors qu'on peut parfaitement être les deux. Oui, on peut parfaitement être les 2 ou on peut simplement être quelqu'un qui aime vivre en tout cas, de sa passion, mais qui sait que, bah, malheureusement et de toute façon on est dans un monde capitaliste, hein, et celui qui veut essayer de dire le contraire, bah, il aura tort et du coup il joue avec les armes dont il dispose. Mais preuve, s'il en est, le PG-13 qu'il a mis en place pour la sortie de Exactement, ses films. Mmh. tout à fait, tout à fait. Le bon gros travail de lobbying.
Voilà, mais ça lui a permis certainement aussi, d'avoir un succès autour de ce film, de faire reconnaître aussi peut-être Chris Columbus, en tant que scénariste et très bon scénariste, qui lui a permis derrière de faire le scénario des Harry Potter ou de Maman j'ai raté l'avion. Enfin voilà, il faut le voir aussi sous différents angles. Et je vais rebondir sur la présence de Dick Miller. C'est lui qui évoque cette légende des Gremlins qui serait, comment dire, c'est des êtres folkloriques un peu de l'armée américaine qui saboteraient les avions. Après, j'aimerais aussi revenir sur Chuck Jones. En fait, la première apparition des Gremlins, de cette créature-là, remonte effectivement à un petit dessin animé avec Bugs Bunny, réalisé par Chuck Jones, justement. Chuck Jones, c'est un nom qui est impossible à ne pas connaître pour pour ma génération qui avons grandi avec sa cartoon, l'émission de Canal+ qui avait lieu les dimanches soirs avant la reprise de l'école et qui diffusait les dessins animés de Chuck Jones à l'appel, quoi. En veux-tu, en voilà. Et ça a été mon idole pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre Tex Avery, que je préfère à Chuck Jones. Donc c'est lapin et lutin, le Bugs Bunny avec le Gremlins. Voilà, donc non, comme j'ai dit, moi c'est un petit bonbon sucré avec énormément de références. Il y a Blanche-Neige, il y a La vie est belle, on peut trouver même Orphée de Cocteau qui à un moment qui est diffusé à la télé. Il y a des références à Alien avec les espèces de cocons des Gremlins, il y a des Robbie le robot qui est présent, avec même un cameo de Steven Spielberg. Enfin bon, c'est vraiment... Chaque plan de ce film a son petit... c'est un peu le phénomène des As, Abraham Zucker, est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Pour eux, chaque plan sans gag est un plan raté. Ici, chaque plan sans caméo est un plan raté aussi. Et c'est ça qui est génial. Moi, je ne me lasserai jamais de regarder les Gremlins, le 1 et le 2, d'ailleurs. Ben, je suis de ton avis, hein, je vais rien dire de plus que sinon que je te puissois. Et effectivement, à chaque visionnage, j'ai regardé les épisodes, j'ai re-regardé les 2 premiers là pour l'émission. Parfois, c'est un calvaire de re-regarder les films, mais là, c'était un plaisir Sans nom. immense. Ouais, immense. Je vous propose, messieurs, donc de passer au 2e épisode de la saga, nommé tout simplement Gremlins 2. Nous vous avions dit quelles étaient les règles, Oh, les règles! Oui, tu te rappelles la première? 1. Surtout, ne pas les mouiller. mais vous n'avez rien écouté. 2. Ne pas les exposer à la lumière brillante, en particulier celle du soleil. Nous avions été très clairs, Et la 3e, c'est qu'il ne faut pas... 3. mais vous avez tout embrouillé. Bon, on va tout reprendre à zéro, d'accord? Nous vous avions prévenu. Vous n'auriez pas un petit animal dans ce tiroir? Est-ce que ce ne serait pas un... Oh, Gizmo, pardon. Un gremlin? Ça va? Tu as très mal à ta main? Résultat, ils sont revenus, plus sauvages. Eh bien, c'est la panique ici. Nous conseillons à nos clients d'investir tout ce qu'ils ont dans les boîtes de conserve et les fusils. Plus durs et plus effrayants. S'ils sortent du building, alors c'en est fini New York. Nous avons eu seulement quelques problèmes. On dit que c'est la ville qui ne dort jamais. Maintenant, il y a une bonne raison. Gremlins 2, la nouvelle génération, qui va faire une entrée fracassante. Vous allez venir voir, j'espère. Et on se retrouve 4 ans plus tard en 1990, toujours avec Joe Dante à la réalisation et Chris Columbus, accompagné de Charles S. Haas. Au scénario, côté casting, on retrouve exactement les mêmes personnes. Et on se retrouve aujourd'hui dans un New York donc des années 90, où les deux amoureux du premier film, Billy et Kate, habitent désormais avec leur mogwai Gizmo. Et malencontreusement mouillé, encore une fois, la petite créature va donner naissance à une nouvelle génération de Gremlins. Et les monstres prennent cette fois-ci d'assaut un gratte-ciel high-tech. Alors effectivement, on est sur une redite un peu du premier, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de créer un Gremlins, en tout cas de le mouiller pour donner naissance à de nouveaux mogwai qui vont avoir faim après minuit pour se transformer en Gremlins. C'est dans leur ADN. Mais je trouve quand même qu'on a un vrai retournement de scénario, en se disant qu'à travers ce film, on va en faire encore autre chose. Sur le premier, on était plutôt une course-poursuite à travers une ville pour essayer d'arrêter tout ce que les Gremlins entreprenaient et redonner vie à cette ville. Et aujourd'hui, on est plutôt autour d'un huis clos qui va être centré dans un gratte-ciel et un petit peu, forcément, vous l'aurez compris, et tu parlais dans le 1 de référence à la pop culture, une énorme référence, en tout cas c'est mon analyse, à Piège de cristal. Alors, beaucoup de choses là que tu dis, j'aimerais rectifier. Les 2 héros ne vivent pas déjà avec le mogwai.
Le Mogwai, il vit toujours avec le sage chinois qu'il a récupéré à la fin du 1. Et il est volé par des scientifiques qui travaillent dans cet immeuble high-tech. euh, lors de la tentative de rachat de la boutique du personnage du chinois. Mais il ne vit pas avec nos héros. Ah oui, Et tu vois, c'est bah excuse-moi, parce qu'ils se ouais, rendent- j'avoue, je l'ai pas revu parce que je pensais les connaître vraiment très bien tous les deux. Bah, tu vois, j'étais persuadé qu'ils habitaient ensemble à New York. Non, 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 non. Et c'est lorsque le héros se rend compte qu'il y a merde. Et c'est lorsque le héros se rend compte que Gizmo est dans cet immeuble qu'il décide d'aller le sauver. Et c'est en le sauvant qu'il se fait asperger d'eau. Ah oui. Et voilà. Mais effectivement, ils ne vivent pas ensemble Tu as raison. avec nos deux héros. Mea culpa, mea culpa. Ensuite, sur la référence à Piège de cristal, moi je dirais plutôt que c'est que là, pour le coup, il y a Trump sous le. Qu'il y a Trump sous le caillou. C'est-à-dire que c'est cet immeuble à New York, c'est la Trump Tower. Le mec mégalo, un peu bené, c'est Donald Trump, mais une version bébête de Donald Trump. C'est vrai. Mais c'est plus ça que Piège de cristal. D'autant plus qu'au début, les Gremlins devaient envahir New York. Et devant la difficulté et le budget, les producteurs ont dit non, tu les confines quelque part, s'il te plaît. Et l'immeuble a été choisi. Et ça allait bien avec le message du film. Oui, et puis là, clairement. Mais ce qui est bien, enfin, moi, j'avoue avoir une petite nette préférence pour le 2 parce que on resserre l'action vraiment sur un bâtiment unique, avec où là, en plus une chaîne de télé, on peut faire de multiples références. Il y a mon acteur préféré de tous les temps, de tout l'univers, il y a Christopher Lee qui fait une apparition. Ah oui, je suis désolé. Là, par contre, là, ça va aller. Christopher Lee, Tony Randall, enfin bon, il y a vraiment que des acteurs que j'adore. Puis John Glover, effectivement, dans ce rôle de Simili Trump, qui est génial, de charisme, de charisme. On ne sait pas où il va. On ne sait pas lui non plus d'ailleurs. Mais il prend les idées, il pique les idées, il sait pas. Enfin, pour moi, c'est le summum de la saga. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est un des rares exemples où le deuxième numéro d'une saga est encore meilleur que le premier. Et c'est le cas avec les Gremlins, comme ce sera le cas avec Batman de Tim Burton. Et c'est vraiment un plaisir ce deuxième numéro. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a eu du mal à venir. Hein. C'est que John Dante a dit non. Lorsqu'on lui a proposé le 2, vu le succès immense du premier, il a dit non. Le 2 a été mis en chantier quand même avec d'autres réalisateurs. Et devant les refus, Joe Dante a dit écoute, moi je prends le 2, mais je veux la liberté totale sur le scénario et je veux 3 fois plus de budget. Chose qu'on lui a accordée. Mais écoute, c'est une bonne chose, je trouve. Parce que du coup, on a effectivement affaire à un film fort, un film aussi même plus comique que le premier, un petit peu plus axé aussi sur l'horreur. Et encore une fois, hein, on a beaucoup de références cachées. Alors, tu nies ma référence à Piège de cristal, ben, d'accord, ok, mais moi je vais rester dessus. Hein, un huis clos dans une tour où le but c'est d'éliminer la personne qui quelque part t'empêche de sortir, sinon ce sera le chaos complet à l'extérieur. Bon, moi j'y vois une petite référence à Piège de cristal, mais peut-être que je me trompais, je l'accepte. On a une grosse référence aussi aux films d'épouvante tels que Frankenstein ou The Thing avec la mutation du Gremlins, avec les antidotes, enfin les produits qui permettent de créer des monstres en hommes. Voilà, je trouve que ces références aussi à toute la pop culture est encore ultra présente dans Gremlins 2. Oui, c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'il va plus loin en confinant l'action dans un petit carré, quoi. C'est ça qui est fort. Et en plus, il brise le 4e mur. Effectivement. Et c'est vrai. En fait, il explose l'intégrité des codes du cinéma. Il y a un moment, l'apparition de Hulk Hogan. Ça, c'est bien d'en parler, effectivement. Mais Joe Dante voulait faire ça. Hein. Il a vu les Gremlins 2 comme une sorte de satire du premier, et surtout une satire de toutes les suites
en général. Et effectivement, mais je t'ai coupé, vas-y, termine. Non, mais moi c'était justement sur cette séquence où la pellicule se déchire et Hulk Hogan intervient pour que la suite du film Gremlins 2 continue. Pour moi, c'était vraiment unique et c'était l'une des premières fois. J'ai jamais vu ça dans d'autres films. Alors ça, c'est bien parce que ça, on a pu voir ça qu'au cinéma. Parce que pour la version de télévisée, il y a autre chose qui a été montré. Lorsque tu regardes une version en télé, c'est pas Hulk Hogan qui apparaît, c'est des extraits de films comme si le mec zappait à la télé, il se retrouve dans un western, et donc tu as un Gremlins qui dégaine un Colt, qui se bat, je crois, avec Clark Gable ou un autre de cette époque, j'ai oublié, je suis désolé. Et il y a plein de petits films comme ça, comme autant de petits zappings avant de retourner au film. Mais oui, quand tu regardes la version cinéma, t'as Hulk Hogan et t'as Hulk Hogan dans le film qui dit maintenant tu arrêtes et tu remets le film. Et ça c'est fou, quoi. Oui, parce qu'effectivement, il y a deux versions du film Mm. qui existent, qui coexistent. Mais il me semble que sur certains DVD, tu as quand même la version avec Hulk Hogan. Oui, la version DVD c'est Hulk Hogan, hein. Moi je l'ai en DVD, c'est Hulk Hogan qui apparaît. Donc un deuxième film vraiment qui surpasse le premier, hein, c'est ce qu'on disait. De la tête, des pieds, des mains, des nez, des oreilles et des touffes de poils. Par contre, il y a un paradoxe énorme, c'est que autant le premier a eu un succès colossal, mais vraiment colossal, autant le deuxième s'est planté au box-office de manière sidérale. Une explication autour de ça peut-être, Chris? Ah non, aucune. Ok, merci de ton intervention. Pour moi, c'est peut-être l'une des explications, et peut-être que c'était un petit peu trop expérimental, justement, ou que le public avait pas envie de voir ça à ce moment-là. Nous sommes au début des années 90. Pour moi, c'est vraiment le trop d'expérimentation tue les expérimentations, et le public, surtout américain, a pas aimé. Et si le public américain a pas aimé, c'est simple, hein, en général, on le bazarde un peu ailleurs. Après, on sait que les dates de sortie aussi sont super importantes, hein, notamment au cinéma. On a un premier film, hein, qui était sorti au moment de Noël, donc moment magique. Bon, forcément, ça s'y prêtait effectivement bien parce que ça se passait durant Noël. Mais du coup, en fait, on a un public qui est peut-être plus alerte, en tout cas, et plus enclin à aller au cinéma, notamment avec ses enfants pendant les fêtes de Noël. Alors qu'on a un Gremlins 2 qui, lui, est sorti en août 90, donc période estivale. Est-ce que ça joue aussi peut-être sur le box-office? La date de sortie est peut-être un peu mal choisie pour ce type de film. Non, parce que l'été, c'est aussi les blockbusters, donc ça a été vu comme un blockbuster et c'était vendu comme un blockbuster. Ouais, après, on sait très bien aujourd'hui que même les blockbusters aujourd'hui, ils sortent en début d'été, mais ils sortent jamais en fin d'été. Ils sortent jamais avant une rentrée scolaire. Et les blockbusters, de toute façon, tu vas les sortir aux vacances d'octobre, aux vacances de Noël, au début, fin juin et début juillet, au début des vacances, des grandes vacances. Clairement, hein. Enfin, moi, c'est mon analyse, hein, mais aujourd'hui, Oui, t'as peut-être. pas de gros blockbusters qui sortent fin août. Effectivement, oui, peut-être. Qu'en Donc, penses-tu, Mathieu? toi qui viens du cinéma. Là, j'ai pas d'avis là-dessus parce qu'effectivement, pour moi, à mon avis, c'est juste qu'il a mal été vendu. Non, mais c'est une plantade, hein, comme ça arrive de temps en temps. Et ce qui est dommage, parce que je pense que beaucoup auraient aimé une suite, un Gremlins 3 qui, à ce jour, n'est jamais venu. Mais, messieurs, dames, l'émission n'est pas finie. Est-ce que vous avez envie de débattre encore ou d'annoncer d'autres choses autour de ce deuxième opus des Gremlins, messieurs? Moi, ça me va. Allez le voir. Allez voir les deux. Oui, Si vous n'avez pas vu, on si t'a vu. vous n'avez pas vu ni le 1 ni le 2, allez voir, c'est une saga qui vous plaira. N'hésitez pas à mettre en tout cas vos enfants peut-être un peu plus de 10 ans devant ce film au moment de Noël. C'est toujours un plaisir de le voir. Et je trouve qu'il n'a pas trop mal vieilli, hein. C'est un peu comme le Yoda le Yoda marionnette de George Lucas. Les Gremlins, oui, c'est de la marionnette, mais ils ont pas mal vieilli et c'est toujours un plaisir de revoir ce film. Eh ben écoute, je pense qu'il est temps d'aller voir un petit peu du côté de la presse justement pour voir s'ils ont corroboré nos dires ou s'ils étaient complètement en désaccord avec l'analyse qu'on a pu en faire. Chris, c'est à toi juste après ce jingle. Alors c'est amusant pour la presse. Alors c'est difficile d'avoir des articles de presse parce que c'est un film qui est sorti en 84, donc il faut aller fouiller les archives et être abonné
aux journaux, mais pour Le Monde, il y a un article qui est paru lors de la sortie du film en 84, qui a été écrit par Louis-Marc Aurèle, et je le cite parce qu'il écrit très très mal. Je suis désolé pour lui, mais son article est totalement illisible, rempli de références et de phrases alambiquées. Donc en ça, il est très dans le ton du film, qui est lui aussi rempli, gavé de références. Louis-Marc Aurèle fait référence à Roger Corman, à Capra, à McDonald's, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Le résultat, c'est un article très très mal écrit pour dire que c'est quand même un beau film, tranquille. Très bien. Bah écoute, et c'est d'autres analyses au niveau de la presse ou ça on va rester sur... Oui, on salue Chris Columbus qui écrit un bon scénario. Il avait écrit juste un scénario de mémoire avant d'avoir la carrière qu'on lui connaît. Mais on salue le talent de Chris Columbus. On ne salue pas les acteurs. On est dans un film grand public pour les enfants, donc on ne salue pas la performance des acteurs. Ok, très bien. Eh bien, merci Chris, et maintenant je pense qu'il est temps de jouer. Allez, il est temps de se poser quelques questions. Et qui sera le grand gagnant? Qui aura le mieux révisé les Gremlins? Nous allons le savoir tout de suite. Et on va se poser 2-3 questions chacun. Et un seul sera déclaré Gremlins Mania. Allez, à qui on va donner la parole? Pour ta première, tiens Mathieu, c'est à toi. Alors, il y a une référence qui est présente dans les 2 films. Laquelle? Une référence qui est présente dans les 2 films. C'est une référence cinématographique? Forcément cinématographique Forcément qui est cinématographique. présente. Est-ce que Lié à Spielberg? C'est pas lié à Spielberg. Même si ça aurait pu, parce qu'effectivement Spielberg fait un caméo. Au créateur des cartoons? Non. Non plus. Cinématographique, cinématographique grand blockbuster? Oui. Ouais, grand Oui, blockbuster. À Star Wars? Star Wars? Non. Star Trek? Non, plus vieux. Plus vieux que Star Wars? Plus vieux. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment du film elle est cette référence? Alors, c'est à chaque fois dans une salle de cinéma. Blanche-Neige et les 7 Oui, nains. Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains apparaît dans les 2 films. Donc voilà. Super. Eh bien, écoute, Voilà, un point pour Chris, un point pour Chris. Chris, je te laisse prendre la main du coup. Oui, qui a failli réaliser le premier film? Spielberg? Non. Lucas? Il a voulu engager quelqu'un d'autre. Lucas? Non plus. Non plus. Décidément. C'est quelqu'un qui n'avait pas encore commencé sa carrière cinématographique, et Spielberg l'a repéré grâce à ses courts-métrages qu'il faisait pour Disney. Et il a senti le talent, et il avait grandement raison. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fait ce film, parce que c'est aussi un petit peu son... Je trouve qu'on peut retrouver un peu de son univers. Zack Snyder? Zack Snyder, je vais te claquer, toi. Alors, honnêtement, tu me dis Disney, petite banlieue américaine. Moi, je dis Tim Burton. Bravo, Mathieu, exactement. Tim Burton a un temps été envisagé pour réaliser le Gremlins premier du nom. Ça aurait été effectivement une super... franchement, je pense une super réalisation de la part de Tim Burton. Encore un peu plus dark, et ça aurait été intéressant. Moins mass market. Par contre, pour le coup, ok, c'est à moi. Alors, on connaît tous ce terme Mogwai, mais qu'est-ce que ça signifie? Petit ourson. Non, pas du tout. Petite peluche. Non. Chemin du mug. Non. Il y a un groupe de musique qui s'appelle Mogwai. Est-ce que ça a un rapport avec la musique? Non, pas du tout. C'est un dérivé d'un terme cantonais qui s'écrit MOGUI contre MOGWAI-. Mais je ne me lancerai pas dans la prononciation, mais je pense qu'on est plutôt pareil. Mogwai, qui signifie, allez, si on pense aux Gremlins, qu'est-ce que ça peut signifier? Et justement, le Mogwai est l'inverse total, de sa représentation. Mignon. Non, justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Mogwai, lui, est mignon. Non, pas moche. Méchant? Méchant, mais plus exactement... Pervers. Non, c'est un terme qui... Ordure. Non, pas tout à fait. C'est un terme qui pourrait désigner Frankenstein, par exemple. Monstre. Monstre, exactement. Très bonne réponse. C'est monstre, effectivement. C'est un dérivé du terme cantonais qui peut se traduire par démon, esprit malin, monstre. Pour Gizmo, c'est pas vraiment le terme approprié, mais bon, quand on voit ce qui peut devenir, on comprend mieux. C'est à moi. Alors, j'avais parlé d'un caméo de Spielberg. Il y a une personne qui fait un caméo dans les 2 films. Qui est-il? 2 films. Très bonne question. Un réalisateur? Non. Un acteur? Non. Un promoteur? Non.
Alors, je parle pas de Dick Miller, hein, bien sûr, hein, qui apparaît dans les deux films, mais Euh, un vrai caméo. Un chanteur? Un homme. C'est un homme, ce n'est pas un chanteur, même si on se rapproche. Pavarotti. Pas du tout. Ouais, bah, il chante un Michael peu, Jackson? Pavarotti. Pas du tout. Mylène Farmer. Ah oui. Non. Bon, Pas on du écoute quand même. Est-ce que tu peux nous Alors. aider un peu? Pourquoi tu dis il s'en rapproche de Bah, l'acte? Enfin, il est pas chanteur, mais il s'en rapproche, c'est-à-dire? Il est connu pour la musique, pour sa musique. Ah, John Williams. Pas lui, Ennio Morricone? pas lui. Mais qui fait la musique de Ah bah, Gremlins? c'est une très bonne question. Comment il s'appelle? Parce que c'est lui. Ah d'accord. Tac 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 tac. Et je sèche là. Attends, on va trouver qui a composé la musique de Gremlins. Il est très connu. Il est très connu. Qu'est-ce Il qu'il a travaillé avec Burton. Il a pas travaillé Tu avec pourrais nous Burton, donner c'est pas Daniel Stern. je sais pas ce qu'il a fait comme autre cinéma? Ah bah c'est La planète des singes, Papillon, Chinatown, Alien, Rambo. Goldsmith. Quoi? Jerry Goldsmith? C'est Jerry Goldsmith qui apparaît effectivement 2 fois dans les films. Alors une première fois en tant que c'est l'homme au chapeau de cow-boy dans la cabine téléphonique au salon de l'invention. Ok. Et la deuxième fois dans le film, il est au restaurant, un des clans de la chaîne de restauration de l'immeuble. Voilà. Ok. Ah bah tu vois, c'est Alien qui m'a mis sur la voie. Qui a tenu le même rôle dans Gremlins et dans un épisode de Columbo. Oula. Voilà. Bah, quelqu'un qui tient son propre rôle dans Gremlins? Non, pas du tout. Mais il y a un petit piège dans ma question et tu dis quelqu'un, c'est pas vraiment quelqu'un. Bah c'est Gizmo. Il est Non, dans pas du un. tout. Gizmo n'était pas dans. Il n'est pas dans un n'était pas épisode de Columbo. Pas du tout, non. Qu'est-ce que ça peut être Je sais pas, On en aide-nous. a parlé pourtant. C'est un inventeur, Non, on en a parlé dans l'émission, il y a une vingtaine de minutes. Ah, Ah merde. c'est Hulk Hogan? Non, non, pas du tout. Tu m'as dit c'est un humain? Non, c'est pas un humain. Ben justement, Non, non, c'est pas tu dis quelqu'un, c'est pas un humain. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Quelque chose. On a parlé de quelque chose. Le PG-13. Il y a eu un épisode de Columbo qui a été PG-13. Non, pas du tout. Donc on est dans le premier film ou dans le Ouais. deuxième? Dans le premier. Ah. On le voit en arrière-plan, en fait, lorsque le père est au congrès des inventeurs à New York. Et tu l'as cité, Mathieu, c'est toi-même qui l'as cité en début d'émission, si je me souviens bien. Robbie le robot? Oh, bravo, effectivement. Robbie le robot est dans un épisode de Columbo où il aide l'assassin de la semaine à tuer effectivement. Robbie le robot simplement. apparaît dans Columbo. Après, Robbie le robot, il est apparu dans pas mal de films. Hein. Il a démarré sa carrière dans un film de science-fiction, mi-science-fiction horreur, et il a tourné jusque dans les années 90. Je crois qu'il a même une place de choix au musée du cinéma dans les studios de Universal, je crois, ou de Warner. Bref, voilà. Eh bien, merci. Ok, c'est à moi. Comment Chris Columbus a-t-il pu avoir l'idée des Gremlins? Il a eu l'idée grâce à Chuck Jones. Non, pas du tout. Il en a vu un. Ah, peut-être qu'il en a vu un. Alors, en tout cas, il a vu quelque chose et ça lui a fait penser aux Gremlins, mais ça n'était pas un Gremlins. Il faut se Il rappeler. a vu quelque chose sur l'avion. Non, il faut se rappeler qu'il a grandi enfin, il a habité dans des appartements new-yorkais très miteux, Chris Columbus, dans sa jeunesse. Des rats. Ah, Il a vu des rats. Exact. Alors, pas des rats, mais c'est des souris. Effectivement, ces petits nuisibles. Et donc, Chris Columbus a inventé les Gremlins alors qu'il habitait dans un appartement new-yorkais miteux, grouillant de souris. Sans cesse visité par ces petits rongeurs, le scénariste et réalisateur s'est rendu compte que la dimension effrayante de ces petites créatures grattant et s'insinuant partout alors que vous êtes plongé dans le noir. Un mal pour un bien, monsieur Columbus. Chapeau. C'est qu'est-ce que c'est bien dit. On me dirait de la radio. C'est fou, hein. Ok, Chris, c'est à toi. Alors moi j'ai deux questions, mais on va sauter une parce que une de mes questions était quel acteur n'est visible que dans la version ciné? C'est Hulk Hogan, on en a déjà parlé. Je vais plutôt vous proposer de vous amuser avec les références. Il y a des multiples références. On va se concentrer sur le film, le premier film. Je vais vous citer des titres de films et vous me dites s'il y a une référence à ce film dans le film des Gremlins. Ok. Par exemple, Retour vers le futur. Oui. Oui, vous pouvez me dire où, quand, comment? Ouais, la DeLorean en
en voiture, il a pas la voiture, la DeLorean, en modèle Non, réduit? non, c'est le lieu de tournage. Oui, c'est le lieu de tournage. On reconnaît les bâtiments, c'est Hill Valley. C'est le Exactement. centre-ville de Hill Valley. Exactement. Dès les premières images, tu te dis que t'es un retour vers le futur, effectivement. Moi, je suis persuadé que dans la chambre du personnage principal, chez ses parents, il y a un modèle réduit de la DeLorean. Alors, c'est possible aussi, mais il m'a pas sauté aux yeux. Et encore une fois, on va découvrir quelque chose en regardant le film une C'est ça. 50e fois. Flashdance. Moi, je dirais oui. Je dirais oui dans l'école, non? Ouais, exactement, quand il se met à danser. Ouais. Enfin, plutôt dans le bar, non? Non, Oui, c'est dans le bar. Non. Oui, enfin, je sais plus, mais oui, mais c'est que dans Flashdance, c'est dans une école ou dans un, je sais plus, mais oui, il met le bandeau là et il danse Oui, avec l'ombre. Ouais, c'est ça. c'est dans le bar. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Non. Euh... Après, c'est du Spielberg, donc forcément que si, en fait. Si, Ouais, c'est c'est- sûr. Il y a quelque chose. Si, si, Mais quoi, on si, sait pas. si. Bon. Il y a pas un panneau publicitaire à un moment? Ouais, en fait, c'est un peu une question piège. C'est pas vraiment, à mon avis, c'est pas relié à un film, mais on voit effectivement un panneau publicitaire avec la typo de Indiana Jones. Donc, et comme le 2 est sorti 15 jours avant ou 15 jours après, il y a effectivement une référence, à mon avis, plus au 2, au Temple Maudit qu'au 1, mais bon, c'est Indiana Jones, quoi. Donc C'est là, ça. j'accepte la réponse oui, comme j'accepte la réponse non. Et c'est tout pour moi, je drop le mic. Oh, alors là, je suis hyper déçu parce que je pensais avoir une référence quand même ultra prononcée, Rambo. Oh ouais, mais bon, quand c'est trop... Quand c'est trop, c'est trop. bah oui, quand c'est trop pico, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Bah, pour la surtout marque. que Rambo, c'est surtout dans le 2. Oui, c'est dans le 2, mais bon, dans le 1, Oui, dans j'ai le dit que 2. je me concentrais dans le 1. Ah, pardon, excuse-moi, je C'est ne pas grave. t'écoute qu'à moitié. Tu le sais très bien. Bah, moi, t'écoute la moitié, donc à 2, ça fait 100%. Eh ben voilà, parfait. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'ai une dernière question. Il faut savoir que Chris Wallace, qui a créé Gizmo, a choisi de donner un pelage blanc et caramel à Gizmo afin qu'il ressemble à quoi? À un chien. Oui, à un chien de qui? Au chien de sa mère. Non, pas au chien de sa mère. Pour être exact, c'était un cavalier King Charles. Mais à À qui Lassie. avait... Non, qui avait un... Oh non, Lassie, c'est un berger allemand, qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, j'aime pas. Non, d'ailleurs, c'est pas du tout un berger allemand, Lassie, je Un ne sais plus. cavalier King Charles. Bref, quelqu'un, en Qui fait, au niveau de la... Pardon, tu as dit? Bah, qui aurait un cavalier King Charles au sein de la production? Exactement. Exactement, c'était ma question. Qui a un cavalier King Charles au sein de... Enfin, avait, parce que le pauvre doit être décédé depuis. Spielberg. Exactement, c'était le chien de Steven Spielberg et Chris Wallace qui a créé Gizmo, lui a choisi de lui donner un pelage blanc et caramel afin de rappeler les couleurs du chien de son boss. C'est un putain de faillot quand même ce Chris Wallace. Grave. Mais on l'embrasse quand même, allez. C'est pas ça. Allez, on embrasse tout le monde sur la production des Gremlins 1 et 2. Allez, il est temps de passer à la séquence suivante et la séquence suivante, elle est très simple. What's next? Allez, on a débattu autour des Gremlins 1, des Gremlins 2, et effectivement, à ce jour, il n'y a jamais eu de Gremlins 3. Mais depuis 2023, nous pouvons voir quelque chose qui est apparu sur le petit écran. Mathieu, c'est à toi. Qu'est-ce que tu as découvert? Alors oui, donc c'est une série qui, pour le moment, parce que officiellement, elle est toujours en production. Donc il y a 2 saisons de 20, donc ça fait 20 épisodes, 10 épisodes par saison. C'est une préquelle, Gremlins, Secrets of the Mogwai. Ça raconte, donc c'est le vieux boutiquier chinois dans sa jeunesse qui découvre un Mogwai qui va se charger de le ramener dans sa maison, dans la jungle. D'accord, ok. Une toile de fond intéressante, donc un peu comme un dessin animé qui fait un peu origin story, c'est ça? C'est une origin story, donc comment le boutiquier l'a eu, enfin même si, boutiquier jeune, parce que c'est une série avec des enfants. D'accord. Pour Ah, des enfants. c'est pour Chris, ça. Voilà, pour des enfants. Je vais pas le cacher, c'est pas terrible. On va dire ça comme ça. Ok. Pourtant, ça donne. C'est intéressant parce que moi j'adore les origin story et savoir un peu d'où viennent les personnages, qu'ils soient gentils ou méchants. Donc c'est quelque chose qui me hyperait. Mais c'est pas une série que tu conseilles, à l'inverse des films.
C'est vraiment pas une série que je conseille, hein. Non, non, c'est pas hyper bien foutu. C'était une série qui était diffusée sur Cartoon Network à un moment, donc elle est présente chez HBO Max en France. D'accord. Mais c'est une série qui vient de Cartoon Network et je suis pas fan de leur animation. On va dire ça comme ça. Merci en tout cas pour cette info que moi perso je n'avais pas. Chris, tu la connaissais, Ah non, alors cette pas du série? tout, je ne savais pas Ouais, qu'il y avait une j'en ai pas série, Gremlins. pas entendu parler non plus. Par contre, enfin, l'annonce tant attendue depuis des années par les fans de Gremlins, effectivement, ça y est, c'est officiel. Gremlins 3 va sortir et cette fois-ci, on retrouve au scénario toujours Chris Columbus, mais également à la réalisation. Et c'est hyper intéressant quand on voit comment Chris Columbus à la réalisation tourne les choses de manière assez magique. Un film qui sortira donc le 17 novembre 2027. Est-ce que vous en avez entendu parler un peu, les gars? Oui, j'en ai entendu parler et j'espère que ce sera aussi bien que les 2 premiers qui respecteront des multi-références et que ce soit aussi drôle. Ouais, bah alors, Columbus, hein, lui qui est aujourd'hui à la tête de sa société de production, il promet en tout cas un film fidèle à l'humour noir et à la fantaisie horrifique. Donc ça, il va pas rupter tout ça. Donc là-dessus, ça pourrait être intéressant de se demander, d'après vous, quelle va être la toile de fond des Gremlins 3? Bah, on est passé d'une ville à une tour. Maintenant, j'espère à KGB. Ah oui, ah oui, d'accord, OK. Encore plus petit pour plus horreur. Ah, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire parce qu'aujourd'hui, hein, il y a le casting n'a pas encore, fuité. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes acteurs ou pas? Ou est-ce qu'on va changer totalement? Est-ce que ça va plutôt être un reboot ou est-ce que ça va être vraiment une suite à Gremlins? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Aucune info, mais j'espère une suite ou au moins un passage de témoin. Bah, je sais que le projet date ça fait au moins 10 ans. Donc en 2015, il parlait d'un reboot. Mmh. Le scénario aurait été terminé déjà en 2017. Il y aurait eu une première monture déjà en 2017. Donc que dire de plus? Ça n'a pas fuité. Est-ce que les premiers scénarios étaient pas bons? Est-ce qu'ils n'avaient pas le budget en attendant? On ne sait pas. Ça fait plusieurs années qu'il y a des affiches qui circulent avec des projets, des artworks, etc. Moi, ça me fait un peu peur. Ah ouais? Ah, bah, moi ça me hype vraiment beaucoup, hein. Bah, c'est que quand il y a un projet comme ça qui a un aussi long développement, comme on dit, Mmh. moi, j'ai un peu peur et j'attends de voir le résultat. Et j'attends qu'il sorte en salle. Ouais, ouais. Non, ça va être intéressant à aller voir, hein, bon, puis Spielberg toujours, en tant que producteur exécutif. Ouais, bah, si on arrive à retrouver un chaos à l'ancienne, et retrouver vraiment la magie, les rires et la panique, des 2 premiers films, enfin, moi, je pense qu'on a tout pour être réunis. Après, effectivement, il faut une belle toile de fond avec un scénario qui tient vraiment la route, quoi. Ouais, eh ben, attendons la sortie, ouais. Ouais, attendons la Ouais. sortie. En tout cas, moi, Il est ça me hype. il est prévu pour le 17 novembre 2027, hein, quand même. Ouais, tout à fait, prévu en 2027. Donc il a le temps encore en plus d'être repoussé malheureusement. Et on verra si, Gizmo lui en tout cas a pris des rides, pas forcément. Allez, il est temps maintenant de passer à la dernière séquence de l'émission et c'est la séquence autour des théories les plus folles. Les théories les plus folles, c'est intéressant de se dire, bon, on le sait, hein, à travers les sagas, il y a toujours des théories qui naissent, ou en tout cas des tentatives de trouver les origines. Donc là, effectivement, tu nous as parlé d'une série animée qui va révéler les origines, mais avant que cette série soit sortie, il y a quand même eu tout un mythe autour des Gremlins. Et c'était de se demander quelles sont justement les origines cachées de ces Gremlins, des bestioles que personne ne connaît. On nous parle à aucun moment de leurs origines. Et donc, la théorie suivante, c'est qu'en fait, les Mogwai se diviseraient en tout cas dans leur tribu en 2 catégories. Il y aurait une minorité qui est plutôt bienveillante, donc lui, Gizmo, c'est l'exemple parfait de cette représentation, et une majorité qui est complètement instable et qui se transforme vraiment en Gremlins pour vraiment semer le chaos à travers toute la tribu. Alors cette interprétation, elle n'a jamais été validée par les créateurs de la saga Gremlins, mais ça soulève quand même une question, si Gizmo était lui le dernier représentant des Mogwai originels et que ce serait certainement ce petit être qui est quelque part un, comment dire,
une espèce en voie d'extinction. Et c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, mine de rien, la série dont tu nous as parlé, Secret of Mogwai, elle lève un peu le mystère, en tout cas sur cette question, puisque les Mogwai seraient finalement une création de Nuwa, la déesse de la création du monde, et elle les a conçus pour mettre à l'épreuve l'humanité. Mais Gizmo, lui, il est spécial. C'est le seul à avoir été façonné directement par les soins de la divination Nuwa et qui incarne visiblement la vision la plus pure des Mogwai. Voilà d'où viendraient effectivement ces petits êtres faits de bienveillance pour certains et de malice pour les autres. D'accord, surnaturel total, quoi. Ouais, bah écoute, c'est intéressant. Après, c'est difficile d'aller trouver des théories autour des Gremlins parce qu'on peut pas trop trouver de messages cachés ou d'allégories autour de ça. Non, je sens que ça t'a pas plu, mon petit plaidoyer, Chris. Non, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est que je trouve que les films sont déjà ultra référencés et ils dénoncent quand même une certaine société de consommation et que en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'autres messages et que le mystère des origines, pourquoi aller chercher de surnaturel, quoi? Ils sont là et puis basta. Parce que tu sais, il y a des gens, quand tu leur donnes pas de réponse, ça les rend fous. Donc Hollywood a voulu répondre, en tout cas, à ces questions. Bien, merci, messieurs, on approche de la fin de cette émission Cinépopée pour ce mois de février. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à toi, merci à Mathieu, c'était cool. Merci de nous avoir invités. C'est avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir en tout cas de parler d'une saga un peu plus courte, les Gremlins, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire et c'était vraiment très intéressant. Moi, pour le coup, j'ai vraiment très très hâte de retrouver Gizmo et tous ses comparses un peu plus maléfiques au cinéma en 2027 et je pense que je serai l'un des premiers spectateurs. Merci à vous deux, j'espère qu'on se retrouve le mois prochain tous les trois également. De quoi allons-nous parler, Chris, le mois prochain dans Cinépopée ? Eh bien, ce n'est toujours pas décidé, donc il faudra se décider. C'est un grand mystère. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à vous connecter samedi, le premier samedi du mois de mars à 18h sur Radioverse. D'ici là, on vous souhaite un bon mois de février, plus court que les autres, et on vous dit au mois prochain. Et n'hésitez pas à aller liker et écouter nos autres émissions telles que l'Instant Culte, telles que Et alors, telles que YouTube et moi, voilà, tout ce que peut proposer la maison de production La Nuit du Dimanche à travers sa web radio, le Radioverse. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque mois. On vous dit au mois prochain et surtout, n'oubliez pas, Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas.